Après cette immersion très troublante dans ces parcours d'enfance empoisonnés par des mères défaillantes, avec mes invités, on va ouvrir le débat sur ces mères dites toxiques, les blessures qu'elles infligent et les moyens de les soigner. Avec nous Geneviève, bonsoir. Bonsoir. Vous avez eu aussi à souffrir des manques de votre mère qui aujourd'hui a 88 ans. Vous avez réussi à les surmonter, vous allez nous en parler. À vos côtés, le docteur Pierre Canoui. Bonsoir. On vous a vu dans le documentaire. Vous êtes responsable du service de pédopsychiatrie de l'hôpital Necker à Paris et vous êtes témoin au quotidien des conséquences sur les enfants de ces dérèglements des compétences parentales. Micheline Blasi. Bonsoir. Bonsoir. Vous dirigez l'unité mère-enfant de l'hôpital du Vésinet dans les Yvelines, qu'on a découvert dans ce documentaire. Et puis enfin Boris Cyrulnik. Bonsoir, vous êtes neuropsychiatre et auteur, entre autres, de cet ouvrage qui est quasiment devenu une bible, La résilience ou comment renaître de sa souffrance, qui explique comment on se reconstruit après avoir vécu des situations dramatiques. Geneviève, on a entendu dans le documentaire le témoignage de Sylvain, qui a passé son enfance en pensionnat, qui a subi les reproches, les violences de sa mère. Vous vous reconnaissez dans ce qu'il raconte, dans ce parcours? Je reconnais la souffrance due à l'internat parce qu'on ne comprend pas à 12 ans pourquoi on vous enferme. Donc vous avez été mise en internat à 11 ans, à 12 ans, voilà, oui. Alors vous habitiez à 25 km et qu'il y avait un bus scolaire qui passait le matin et le soir. Donc c'est vrai que vous comprenez pas. Mais c'est comme ça, c'est les parents, ils ont autorité, puis on discute pas. Mais vous pensiez quoi? Qu'on vous abandonnait, qu'on vous aimait pas? Oui, voilà. Ça a été l'abandon, oui. C'est pas une histoire d'aimer ou pas aimer, j'avais pas cette notion, on n'a pas cette notion à cet âge-là. Mais on est abandonné. Pourquoi ma copine Dominique, elle rentre tous les soirs et moi je suis là à manger avec tous les autres enfants et pourquoi je suis dans un dortoir de 50 Alors vous pourriez être chez vous. Alors que je pourrais être chez moi. Et même si j'avais pas l'affection que je souhaitais à la maison, mais ça c'était inconscient. Je ne savais pas encore à l'époque que c'était ça. Mais bon, voilà, on a cette impression. J'entendrai toute ma vie la porte en bois qui se referme derrière moi, une grosse porte cochère. La porte du pensionnat? Oui. Et je l'entendrai toute ma vie. C'est un son qui vous bloque. C'est fini. Quand vous rentriez chez vous quand le week-end? Oui. À ce moment-là, est-ce que votre mère vous exprimait malgré tout son amour? Vous disiez qu'elle vous aimait? Vous disiez comment ça se passait? Qu'elle était heureuse de vous retrouver? Jamais. Ce n'était que des reproches. Des reproches de quel genre? Tu te rends compte, tout le linge sale et t'as pas trié comme il fallait. Enfin, c'était des trucs... c'était des reproches incessants. Et tes notes, et si... Bon, d'accord, les notes, on dit rien. Mais c'était des reproches incessants. Donc, je n'ai jamais rien fait de bien à ses yeux. Jamais. Même maintenant, je ne fais rien de bien. Bon, et c'est comme ça. Il y avait aussi de la violence physique ou pas de la part de votre mère? Ah, c'était la Lucky Luke de la gifle. Elle dégainait plus vite que son ombre. Mais à quelle occasion? Je peux vous donner un exemple qui me restera aussi toujours. Il y avait un conseil des parents. Bon, donc elle sort et je prends une gifle. Je prends une gifle. Elle sort de la salle, je prends une gifle. Pourquoi? T'as eu un 0 en maths. Ah, désolé, regarde le carnet, j'ai eu 20. Voilà, c'est tout. Elle n'a pas cherché l'explication. Elle n'a pas cherché à savoir, c'est d'office. Je t'en colle une. On s'expliquera après. Bon. Elle vous a donné des explications sur pourquoi vous étiez en internat ou pas? Oui. C'est ton père qui le veut, alors que mon père avait fait 5 ans d'internat, lui, et qu'il en a été malheureux. Donc il savait très bien. Mais l'éducation, c'était le domaine des femmes. Et les pères ne s'en mêlaient pas. Il n'était pas question qu'ils s'en mêlent. Donc c'était... Elle n'avait que ça, en fait, comme identité. Les fourneaux et l'éducation des enfants. Oui, enfin, l'éducation des enfants, si elle vous envoie en internat... Vous avez raison. Quand est-ce que vous avez réalisé que ce comportement qu'elle avait avec vous n'était pas normal? La première fois que j'ai réalisé, c'est une histoire que j'ai racontée à ma tante l'autre jour. C'est quand j'étais enfant, j'avais 8 ans et j'allais en vacances chez ma grand-mère et ma tante habitait à 10 mètres. Donc je montais voir mes cousins tout de suite. Et mon petit cousin, puisqu'il a 9 mois de moins, c'est donc toujours le petit cousin, sa mère lui avait tartiné mis le beurre sur les tartines et tout. Et je le revois toujours tendre sa tartine et dire « Maman, tu ne m'as pas mis de beurre ici ». Et elle lui dit « Oui, mon petit, tu as raison », et remettre du beurre.
Et moi, je me dis, pourquoi moi, elle me fait pas ça à la mienne? Et vous ressentiez quoi? Un manque? Quelque chose qui... Sûrement, sûrement, sûrement. Mais c'est inconscient quand on a cet âge-là. C'est inconscient, on sait pas l'exprimer. On sait pas dire. La seule façon... Enfin, le seul moment où j'ai compris réellement et où j'ai pu l'exprimer, c'est grâce à Bazin. Hein. Il n'y a rien à faire, c'est Bazin qui m'a aidé là-dessus. Vipère au point, oui. Qui effectivement raconte son enfance maltraitée avec sa mère extrêmement violente. Et c'est ça qui vous a dit? C'est ça que vous a dit quoi? Que finalement on n'était pas obligé de respecter, d'aimer sa mère? Voilà. C'est ça. Oui. C'est violent comme découverte. Oui. Oui, ça... Mais ça... On essaye d'étouffer quand même ça pendant un certain temps. On essaye. Après, ben, ma foi, on fait avec. Et puis après, ben, moi, j'ai eu la chance de monter à Paris et de redécouvrir une deuxième famille avec mes beaux-parents, enfin mes ex-beaux-parents. Et j'ai phagocyté leur tendresse, leur amour, et puis... Vous l'avez pris? Voilà, alors oui, je l'ai absorbé complètement. Ça, j'avais besoin de ça, et j'ai fait ma fille parce que j'avais besoin de faire... pour moi, pour mon enfant, pour donner quelque chose. On va parler de votre fille et de vos relations avec votre mère aujourd'hui. Boris Cyrulnik, quand on entend le témoignage de Geneviève, à qui sa mère n'a jamais dit qu'elle l'aimait, ne a jamais montré de marque d'affection, on a longtemps dit que les parents en fait étaient là en gros pour nourrir et que ça s'arrêtait là. Alors que l'attachement, il est essentiel, ce lien d'attachement, il est essentiel pour se construire en fait. C'est essentiel pour vivre même, c'est-à-dire qu'un enfant isolé, un enfant sans attachement, arrête tous ses développements. L'attachement, ça existe dans le monde vivant, c'est-à-dire que nous, on appartient à des espèces qui ne peuvent pas vivre sans autres. Donc quand un bébé est isolé ou quand il n'a pas de réponse affective, il a du mal à se développer. Il peut se développer s'il trouve des substituts ailleurs. Le père, la tante, les métiers de la petite enfance, il peut se développer. Mais il faut qu'il se développe ailleurs qu'au contact de sa mère. Depuis quand on sait ça? On le sait depuis la Seconde Guerre mondiale, mais c'est rentré dans la culture ça rentre dans la culture depuis 10 ou 20 ans. Depuis la neuroimagerie. La neuroimagerie rend observable qu'un enfant privé d'attachement arrête même ses développements cérébraux. Donc on peut voir sur l'anatomie du cerveau que l'évolution ne se fait pas pareil s'il y a eu un lien et quand il n'y en a pas. Hein. Alors les synapses, c'est-à-dire les connexions entre les neurones qui va d'un neurone à l'autre, ne sont pas stimulées, donc on a une impression d'atrophie. Mais c'est une fausse atrophie, parce que quand on propose un substitut affectif, les synapses se redéveloppent. Mais s'il n'y a pas de substitut affectif, là, le développement est difficile. Pierre Canouillet, on vous a vu dans votre service à l'hôpital Necker. Vous êtes évidemment en contact avec des enfants en souffrance. Comment on peut définir ce qu'est une mère toxique? Parce que c'est en fait très large. Oui. Définir une mère toxique, ça n'a pas de définition psychiatrique. La mère toxique, c'est quelque chose qui se définit dans la relation. C'est-à-dire dans une relation qui s'est mal établie, ou qui ne s'est pas établie, ou qui est pire que ça n'a pas établi, qui deviennent dangereuses pour l'enfant. Vous voulez dire par là que ce n'est pas forcément des femmes qui ont des pathologies psychiatriques? Voilà, ce n'est pas une catégorie psychiatrique. On peut avoir des mères qui ont des troubles psychiatriques, mais pas toujours. Ce sont des femmes qui ont souvent une histoire, elles, particulière. Et je crois qu'on peut définir ces mères toxiques dans le fait qu'elles n'ont pas permis, elles n'ont pas respecté l'enfant dans sa capacité de développement, dans sa capacité d'être lui-même. C'est-à-dire que, comme le disait Boris Cyrulnik, on a besoin de cet attachement pour vivre, pour naître, pour se construire. Mais on a aussi besoin de cet espace qui respecte l'autre. Et les mères toxiques ne respectent pas l'autre. C'est-à-dire qu'elles sont incapables, pour des raisons multiples, elles n'arrivent pas à laisser l'enfant devenir ce qu'il peut devenir. Il faut différentes choses. Il faut avoir des difficultés relationnelles, mais il faut aussi que cette mère ou l'enfant soit seul aussi. Mais ça veut dire qu'une mère toxique est toxique avec tous ses enfants? Et non.
Et non, une mère toxique n'est pas toxique. Mais elle a avec toujours la même tous histoire, ses elle a toujours le même enfants. vécu. Oui. Pourquoi chaque mère, chaque parent établit un lien particulier avec chacun de ses enfants. Et une mère toxique n'est pas forcément toxique pour tous ses enfants. Il peut y avoir un enfant, c'est comme pour les histoires de maltraitance. C'est une forme de maltraitance. Oui. Hein, c'est une forme de maltraitance psychique, qui peut être aussi une maltraitance physique. Mais c'est une forme de maltraitance, mais dans les maltraitances, il y a souvent un enfant qui va être maltraité. Quelquefois, il peut y en avoir d'autres qui apparaissent aussi. Mais quand même, il va y avoir dans la toxicité, dans ce relation toxique qui va se faire entre la mère et l'enfant, quelque chose de particulier qui ne s'est pas noué, qui ne s'est pas fait, et qui va faire que cet enfant va pas pouvoir développer ce qui fait sa subjectivité propre. Au fond, c'est une maladie de l'intersubjectivité, et plus que ça, c'est une maladie destructrice, c'est une relation destructrice qui va s'installer entre la mère et l'enfant. Quand on entend le récit de Geneviève, qui à la fois s'est sentie abandonnée parce que mise en internat, a aussi subi des violences physiques, qu'est-ce qui est le plus fréquent dans les maltraitances et qu'est-ce qui est le plus dévastateur? Le pire qui peut exister pour un enfant, c'est de se dire « je n'existe pas », c'est-à-dire d'être transparent. Soit d'être transparent, soit d'être un objet. C'est deux formes d'inexistence, et je crois que c'est ça qui est le plus terrible pour un enfant. Je dirais que la maltraitance psychologique, la maltraitance sexuelle, la maltraitance, toutes ces formes-là, mais je crois que le fond de ça, c'est que l'enfant est un objet et qu'il n'a pas d'existence. Parce qu'au fond, pour exister, on a besoin d'exister dans le regard de l'autre, dans le contact. On ne peut pas exister sans qu'il y ait un lien avec l'autre. Et donc, comment dire, Winnicott a eu cette phrase que tout le monde répète, un bébé tout seul, ça n'existe pas. Et cette notion « je n'existe pas », ce sentiment est profondément destructeur, et on va le traîner toute sa vie, même si, après, on va pouvoir s'appuyer et construire les choses. Vous entendez ce mot de invisibilité, de ne pas exister, d'être transparent? Vous me l'avez bien mis, oui, vous l'avez bien dit, c'est bien ça. C'est ça qu'aujourd'hui vous analysez C'est tout à fait ça, oui. En fait, c'est pas une vraie transparence, parce que vous êtes une transparence que pour avoir... vous êtes transparent quand vous faites quelque chose de bien, mais évidemment, si vous faites un pas de travers, vous n'êtes plus du tout transparent. Mais oui, vous avez trouvé le... Oui, c'est votre métier, mais bien. Docteur Blasi, vous êtes responsable de l'unité mère-enfant de l'hôpital du Vésinet, dans les Yvelines, qui accueille des femmes enceintes ou qui viennent d'être mères, pour lesquelles la qualité de ce lien dont on parle avec leur bébé risque d'être compromis. On va revoir un extrait du documentaire. C'est le témoignage de Jessica, cette jeune maman de 19 ans qui a passé toute son enfance dans des foyers et des familles d'accueil et qui séjourne dans votre unité, encore traumatisée par le souvenir du comportement de sa mère. Écoutez-la. Elle faisait un peu n'importe quoi. Déjà, par exemple, des fois, elle allait me laisser toute seule, elle partait. Hein. Ça lui arrivait. Hein. Toute seule à la maison? Ouais, toute seule à la maison. Des fois, elle me ramenait au parc, elle disparaissait. Quand je la cherchais au parc, je la trouvais plus. Vous aviez quel âge? J'avais des 6 ans, des trucs comme ça. Ça lui arrivait de me sortir petite, hein, super tard la nuit, juste pour aller chez une copine, ou même pas que ça, hein, juste pour aller taxer des cigarettes, pour chercher des clopes. Et votre papa, il était où? Mon père, il était dehors. Aussi. Donc forcément, il y a eu des petites angoisses, il y a eu du stress, il y a eu des choses de me dire peut-être que ça va être comme elle, peut-être qu'il y a quelque chose de mal que je vais faire moi aussi, peut-être qu'on va vouloir me le placer, peut-être, je sais pas. Je l'aimais du plus profond de mon cœur, j'étais fière, c'était le plus beau des bébés, mais je pense que c'est un peu toutes les mamans aussi, on a un peu du stress, mais après chacune a son stress de particularité, on va dire, par rapport à sa vie. Moi, c'est de faire un comme ma mère. Mais ça va. Ça s'est bien passé quand même. Et puis aujourd'hui, ça se passe bien aussi. Il n'y a plus cette angoisse du placement? Si. Toujours un petit peu? Ouais. Docteur Blasi, d'abord, elle en est où, Jessica, aujourd'hui? Comment ça se passe avec son bébé? Elle est en centre maternel, là où elle était partie en sortant du service. Elle a toujours des difficultés sur le plan social, je dirais, à s'intégrer dans un groupe, parce que c'est une adulte très fragile, qui est très impulsive, colérique. Mais avec son bébé, ça se passe bien. Elle a moins peur qu'on lui prenne? Elle commence à se dire qu'elle va pouvoir s'en occuper? Je pense qu'elle s'en occupe tout à fait. Elle est très attachée à son bébé et c'est tout à fait réciproque. Je pense que sa difficulté à elle, c'est de s'intégrer.
et de respecter la société. Le fait qu'elle soit arrivée chez vous durant sa grossesse, donc avant même la naissance du bébé, ça explique ce lien qui a pu se créer, c'est très important? Nous, on pense que c'est très important parce que, d'une part, on engage un partenariat de soins avec les patientes dès le prénatal et ça nous mâche le travail pour l'après, mais aussi ça permet d'anticiper avec elles leur schéma parental. Et ne serait-ce que l'accouchement, ça donne quand même une coloration très différente aux premières relations avec le bébé. Moins angoissé. Selon qu'on a un bon souvenir de son accouchement ou un souvenir traumatisant. Donc ça se prépare aussi en amont. C'est vraiment de la prévention par rapport à Geneviève et tous les reportages du documentaire. On est vraiment en amont dans un schéma de prévention chez des femmes qui ne sont pas toxiques, mais qui ont des facteurs de vulnérabilité, qui sont vulnérables et qui, du fait des facteurs de vulnérabilité, risquent de développer un lien qui peut être toxique avec le bébé. Je rejoins tout à fait ce que vous disiez sur la toxicité, elle est dans la relation, c'est pas forcément la mère qui est comme ça. Geneviève, vous avez eu une fille. D'abord, est-ce que vous avez hésité à devenir mère et est-ce que vous avez eu peur de reproduire ce que votre mère avait fait? Non, quand j'ai découvert que j'étais enceinte, mais j'étais la reine, j'étais heureuse, je l'ai faite pour moi, ça s'appelle pas autrement, je l'ai pas faite pour elle, je l'ai faite pour moi. Mais il y a une dame un jour dont j'étais avec elle dans les bras et je l'embrassais comme toutes les mères de famille, enfin, devraient faire. Et la dame me dit, arrêtez, vous allez la manger. Mais oui, je donnais tout ce que j'ai pas eu. Parce mais que... vous n'aviez pas peur de la façon dont ça se passerait quand elle serait là? Ah non, je me sentais solide. Je me sentais... c'était elle qui était comme ça, mais c'était pas moi. Mais est-ce que vous étiez déjà, pour le coup, très consciente du fait que jamais vous ne la gifleriez, que jamais elle n'irait en internat, jamais que vous reprendriez pas... Ça, c'était un truc qui était inéluctable. Jamais d'internat, jamais une gifle. Et il n'y a jamais eu d'internat, il n'y a jamais eu de gifle? Il y a eu une tape sur les fesses. Mais parce que j'ai eu avec peur. La couche? Oui, avec la couche, mais parce que j'ai eu peur. Ça, je reconnais. Et j'ai toujours fait attention. C'est ce que j'aurais aimé qu'on fasse. Quand j'ai pu punir à côté, j'ai pu être... j'étais pas parfaite non plus. Mais quand je me rendais compte que ce que je faisais, c'était pas juste, j'allais la voir et je lui disais, OK, ce que je t'ai fait, c'est pas bien. Enfin, ce que je t'ai puni, c'était pas bien. Donc, on reprend à zéro. Elle est au courant de votre histoire? Ah, bien sûr. Bien sûr qu'elle est au courant. Et elle comprend, du coup, l'éducation qu'elle a eue? Je suppose. Parce qu'il paraît qu'un jour, elle vous a dit que vous étiez un peu trop laxiste. Oui, elle avait 16 ans. Déjà, je me suis demandé si elle savait ce que ça voulait dire, qu'elle connaissait dans le dictionnaire. Mais oui, elle savait. Mais bon, j'en avais qu'une aussi, c'était facile. Si vous en avez 10, vous ne pouvez pas être laxiste. Et justement, pourquoi une seule? Vous auriez eu peur de ne pas les aimer pareil? Oui. C'était une crainte, ça? Oui. Toujours. Toujours. Je me suis toujours dit, je ne pourrais pas donner à 2 ce que je donne à 1. C'est tout. Mais je ne suis pas sûre d'avoir donné ce qu'il fallait comme il fallait non plus. Boris Cyrulnik, est-ce que les enfants maltraités deviennent souvent des parents maltraitants ou pas? C'est ce qu'on nous apprenait il n'y a pas longtemps, mais maintenant on sait que c'est pas vrai. Quand on s'occupe, il y a eu des observations de populations qui ont été faites. Les enfants maltraités qui sont abandonnés répètent la maltraitance dans 30 à 40% des cas, ce qui est énorme. C'est beaucoup plus que la population générale, mais ça fait quand même 70% des enfants maltraités qui ne répètent pas la maltraitance. Et quand ces enfants sont entourés, sécurisés, éduqués, et d'abord sécurisés affectivement, 0% répètent la maltraitance. Donc ce qui provoquait la répétition de la maltraitance, c'était l'abandon de ces enfants maltraités, c'était pas la maltraitance. Depuis qu'on s'en occupe, maintenant on a beaucoup d'études de groupes qui ont été faites, depuis qu'on s'occupe de ces enfants, ils ne répètent pas la maltraitance. Vous racontez dans votre histoire
puisqu'il s'agit aussi de résilience. Hein. Vous racontez que vous avez eu des héros qui vous ont aidé. On s'invente des héros, on se trouve des héros? Oui, mais ils ont une fonction identificatoire. Quand on est bébé, nous tous, d'abord, on a une base de sécurité, c'est maman. Et après maman apparaît quelqu'un qu'on appellera plus tard papa. Et papa est le premier héros. Oui. Et ensuite, quand on parle, alors là, on débarque dans le monde humain, dans le monde de la littérature, dans le monde des images, et là, on a besoin de héros pour en faire des images identificatoires. Alors, pour moi, ça a été Tarzan. Au hasard. Parce que j'étais comme ça, comme tout enfant. En plus, oui. J'étais chétif, comme tout enfant, et Tarzan racontait mon histoire. Tarzan était orphelin. Il avait perdu ses parents dans un accident d'avion. Les animaux le sauvaient, et plus tard, il sauvait les animaux. Oui. Il avait un slip en peau de bête, avec un poignard dedans. Il rencontrait Jane, qui lui disait « Toi, Tarzan, moi, Jane, j'ai réalisé tous ses rêves, sauf le slip en peau de bête. » Dommage. Mais ça veut dire... Et ensuite, ça a été Rémi de Sans Famille. Oui, Sans Famille de Hector Malot, effectivement. Donc, on a besoin de héros, mais c'est ce que les psychanalystes appelaient les images identificatoires. Hein, c'est la même fonction. Alors ça, c'est les héros nécessaires. Mais ensuite, quand on est adulte et quand on a encore besoin de héros, eh bien, comme pour l'enfance, c'est un signe de faiblesse. On va aborder maintenant un cas de maltraitance qui est peut-être le plus effrayant, en tout cas le plus inconcevable, c'est celui de ces mères qui rendent elles-mêmes leurs enfants malades. Je propose de revoir cet extrait du documentaire avec le témoignage de Delphine. Son enfer a commencé à l'âge de 4 ans. Sa mère prétend qu'elle souffre d'une insuffisance rénale. Elle réussit à tromper les médecins. À l'âge de 8 ans, on lui enlève un rein qui était en réalité totalement sain. Écoutez. C'était un primaire où ça commençait à devenir vraiment répétitif et pesant pour moi. Le fait de manquer énormément l'école, le fait qu'on vienne me chercher en ambulance à l'école, tout ça, ça devenait dérangeant. Après, il y a des comportements de ma mère qui me faisaient dire quand même qu'elle exagérait. Alors je me demandais pourquoi, quand je l'entendais dire au téléphone au médecin que j'avais beaucoup de fièvre, qu'il fallait vite venir, je voyais bien que moi, je me sentais pas fiévreuse. J'allais bien, quoi. Donc, je me posais des questions. Pour que je puisse montrer où j'avais mal, avant les consultations, elle me mettait un coup de poing dans mon rein. Pour que, voilà, je montre bien que c'est l'endroit où j'avais mal. Il fallait que je fasse la grimace au moment de l'auscultation, pour que le médecin s'aperçoive que, oui, il provoque une douleur en m'auscultant. J'étais seule pendant les hospices. C'était des moments où j'aurais pu profiter pour dire que j'allais bien. Non, j'ai pas mal au rein quand je suis à la maison. Enfin, je regrette. Je pense que je l'ai fait dans le moment pour la protéger. Moi, je voulais pas qu'elle ait d'ennui. Mince, on aurait pu s'apercevoir qu'elle mentait. C'est pour la protéger que je l'ai fait. Docteur Canoui, dans le documentaire, on dit que à l'hôpital Necker, vous dépistez 4 cas par an de ces mères atteintes de ce syndrome de Munchausen par procuration. C'est absolument énorme, ou c'est un biais parce que c'est vous qui les... Non, c'est un biais parce que, comme l'hôpital Necker, comme dans tous les grands hôpitaux universitaires de France, se trouve un petit peu en bout de chaîne du circuit médical pédiatrique. Et donc c'est vrai que ces mères qui présentent leur enfant au regard du médecin vont mettre les médecins dans un désarroi très grand. Leur métier, c'est de chercher. Et donc, on va chercher des maladies rares. Et des maladies qui vont être difficiles à dépister. Et comme l'hôpital universitaire Necker est un lieu où il y a de fait un nombre de spécialistes de maladies rares extrêmement important, je crois qu'il doit y avoir 36 centres maladies rares, c'est vrai que ça arrive dans cet endroit-là, et c'est vrai qu'à chaque fois on a amené à poser ce genre de questions, c'est que on se demandait s'il n'y avait pas une maladie rare ou une maladie qu'on n'avait pas encore trouvée, et donc il fallait mettre en route toute une réflexion médicale. Et qu'est-ce qui vous alerte alors à un moment où vous dites il y a quelque chose qui ne va pas dans l'histoire? C'est pas une alerte d'une personne, comme on le voit dans le film, c'est l'alerte de plusieurs. Tout seul, on se fait piéger. Oui. Tout seul, on a besoin d'être plusieurs à réfléchir et à repérer un petit indice. C'est-à-dire qu'il va falloir que tous travaillent dans plusieurs directions.
chacun dans sa direction. Le spécialiste somaticien va travailler jusqu'au bout de sa recherche. Et puis, il va se dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Il fait appel à son collègue psychologue, pédopsychiatre. On dit, écoute, il y a peut-être quelque chose. Et on va chercher ensemble. Souvent, on a besoin de réunir beaucoup d'équipes pour arriver à faire l'hypothèse qu'il y a peut-être ce qu'on appelle un syndrome de Munchausen par procuration. C'est-à-dire que cette mère va exposer au regard médical, elle va mettre en échec. Il y a une espèce de lutte, une lutte à mort, parce que l'enfant peut mourir, et un certain nombre d'enfants sont morts, ou ont eu des handicaps comme dans le film. Eh bien, il va y avoir une lutte pour pouvoir montrer que cette maladie, eh bien, c'est une maladie factice qui a été créée par la mère. Mais effectivement, et on le voit un petit peu dans le film, ça met les médecins dans un très très grand malaise, pour plusieurs raisons. Pour qu'elles vous mettent en échec, c'est que c'est des femmes qui connaissent bien le milieu médical, paramédical ou Au bout d'un certain temps, elles sont très fortes. C'est-à-dire qu'elles ont une bonne connaissance du milieu médical et elles peuvent même apparaître aux yeux des soignants, aux yeux des aides-soignantes, aux yeux de tout le personnel médical qui est quand même rompu à l'observation pour des bonnes mères. Ce qui va créer un trouble extrêmement complexe quand même. D'une part, comprendre ce qui se passe, et puis d'autre part, pour se dire comment est-il possible que ça existe à chaque fois. On est dans une forme d'incrédulité et de doute. Alors il y a un doute humain, il y a aussi un doute scientifique qui est posé. Est-ce qu'il n'y a pas là une maladie? Et il s'agit de protéger l'enfant, il s'agit de ne pas passer à côté, et il s'agit d'aider et de soigner. Est-ce que ces mères, vous diriez, c'est compliqué parce que c'est certainement des mères toxiques, mais certaines aiment leurs enfants, c'est quand même une position très particulière, ce comportement. Elles aiment leurs enfants, mais je crois qu'elles s'aiment plus elles-mêmes que leurs enfants, finalement. Parce qu'elles n'arrivent pas à aimer leur enfant, et elles ont besoin d'être en scène, elles, comme étant une soi-disant bonne mère, et quelque chose qui va mettre tout le monde dans un grand malaise. Parce que c'est pas des... Certains ont des troubles psychiatriques, mais c'est assez rare. Dans la majorité des cas, ce ne sont pas des mères qui ont des troubles psychiatriques. C'est toutes des mères qui ont eu des souffrances de l'enfance importantes. C'est toutes des mères. Construire son rôle de mère, c'est extrêmement difficile. Il y a des pères qui ont ce comportement ? C'est plus fréquemment des mères qui le font, et c'est un profil assez particulier. Je crois que les pères sont plus dans la catégorie des maltraitants violents, si on peut dire. C'est une forme de maltraitance, hein, mais c'est plutôt des mères qui sont avec je dirais, cette perversion profonde du lien entre la mère et l'enfant. Vous avez eu des cas comme ça dans votre unité ? C'est très rare quand même, hein. Ça doit être le top 50 de la toxicité. Oui, on a eu une suspicion, en tout cas, vraiment très forte, d'un petit garçon qui était toujours en pleine forme et qui avait reçu en quelques mois une quantité d'antibiotiques absolument incroyable. Et on a eu vraiment une forte suspicion. C'était une mère qui se présentait comme une mère anxieuse, très aux petits soins pour son bébé. Je pense qu'elle y était réellement attachée, mais il fallait qu'il soit malade. Enfin, ils sont sortis de chez nous avec un lien avec d'autres professionnels pour les avoir à l'œil. On n'a pas placé le bébé. Boris Cyrulnik, Delphine raconte qu'il a fallu qu'elle attende d'avoir 25 ans et d'être mère à son tour pour comprendre que quelque chose n'allait pas dans le comportement de sa mère. Or, elle savait parfaitement qu'elle n'était pas malade, elle n'avait jamais eu mal au rein, c'est sa mère qui lui donnait des coups, etc. Donc elle savait que sa maladie était imaginée par sa mère. Comment on peut comprendre qu'il lui a fallu 25 ans pour se dire il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans? Et c'est souvent des femmes qui vivent dans un milieu médical. Donc c'est encore plus difficile pour les praticiens parce qu'elles savent tout. C'est leur milieu, elles sont infirmières, médecins, et elles savent nous tromper, et on met très longtemps nous-mêmes, d'ailleurs. Moi, j'ai mis très longtemps, les quelques diagnostics que j'ai eu à accompagner, j'ai mis longtemps à avoir la preuve. Je crois qu'il y a quelque chose qui est important pour comment se fait-il que ces enfants n'arrivent pas à dire. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui apparaît, à savoir que c'est la normalité pour eux. Le comportement de la mère, comme pour Geneviève, c'est la normalité. Et arriver à comprendre que l'enfant admette que
ce comportement qui lui paraît normal est anormal, eh bien c'est à ce moment-là où il va pouvoir prendre conscience et commencer à penser autrement. À partir du moment où on a cette conscience justement que c'était pas normal, que sa mère éventuellement a été toxique, est-ce qu'on est obligé d'aimer sa mère? C'est pas linéaire. Beaucoup d'enfants maltraités sont très attachés à leurs parents. Et c'est une des raisons pour laquelle, d'ailleurs, ils ne se plaignent pas de leurs parents. Comme ils sont malheureux, ils ont honte de ne pas avoir... Quand ils découvrent, ils ont honte de ne pas avoir une mère gentille comme mes copains de classe, et ils se taisent parce qu'ils sont malheureux et ils n'aiment pas qu'on dise du mal de leurs parents. Ils les protègent, c'est eux qui les protègent. Concernant ce lien d'attachement, on imagine bien que là où vous êtes, c'est aussi tout le personnel qui crée l'attachement avec ses mères, qui va les guider, qui donne le cadre. Comment vous arrivez d'abord à ne pas vous attacher, parce que c'est compliqué, parce que ces mères vont partir avec leur enfant. Alors est-ce qu'elles reviennent et comment vous arrivez à garder la distance? Oui, c'est tout l'enjeu. Parce qu'effectivement, on aime nos patientes. Et ça les aide. Et ça les aide, mais on sait que c'est un accompagnement qui a une certaine durée dans le temps et que chaque patiente est remplacée immédiatement par une autre qui, elle aussi, a une histoire difficile et qui a besoin de nous. Donc, de temps en temps, il y a quelqu'un qui se détache de l'équipe comme pour être un référent particulier, un support identificatoire, comme vous disiez tout à l'heure, et qui permet d'accompagner au plus près encore la femme, surtout quand elle est jeune et quand elle est dans une grande quête affective. Et toute la difficulté, c'est de garder la bonne distance en restant professionnelle, justement, pour ne pas la rendre dépendante de nous. Parce que le but, c'est justement qu'elle puisse s'autonomiser et partir de chez nous. Oui, mais justement, est-ce qu'elles reviennent vous voir comme on revient dans la famille? Elles reviennent nous voir une fois par an. Ouais. On fait une fête à la galette une fois par an et elles sont systématiquement invitées. Et des fois, elles reviennent plusieurs années après. Des fois, l'année même. C'est très variable. Aujourd'hui, votre mère a 88 ans. Elle, ça avait été une enfant maltraitée. Oui. Elle se justifiait comme ça ou pas? Est-ce qu'aujourd'hui, vous en parlez avec elle de votre enfance? Alors, bon, à 88 ans, elle commence un petit peu à rabâcher toujours les mêmes trucs. Mais c'est vrai qu'elle est toujours sur cette enfance malheureuse, très malheureuse. Bon, elle ne me l'a jamais expliqué comme ça, mais à l'époque, j'aurais peut-être pas pu le comprendre non plus. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, elle vous dit, voilà, j'ai eu tort, j'ai reproduit? Non, elle est dans le déni. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Elle a été une mère parfaite. Bon, bah écoute, si tu le veux, qu'est-ce que tu veux. Je crois que, même si ça fait du mal quand même quelquefois, il faut avancer, il faut changer, plus toujours rabâcher ça. Le passé, c'est le passé, on efface. Enfin, on peut pas l'effacer, mais au moins on va de l'avant, on pense à autre chose, on a des enfants, et puis on a une autre vie, il faut faire autre chose. Mais vous continuez à la voir, hein? Je continue à la voir. Pourquoi? Parce que j'ai cette imbécile idée de devoir filial. Et que même si je vais plus le faire en me rapprochant parce qu'elle ne nous supporte plus, mais je vais quand même m'en occuper par téléphone. Je téléphonerai aux services sociaux pour qu'on s'occupe d'elle, enfin pour savoir comment elle va et tout. Mais aujourd'hui, comment ça se passe quand vous la voyez? On la fatigue. Enfin, non, on l'énerve toujours autant finalement. On m'énerve toujours autant, je me couche à 5h30, tu regardes pas la télé parce que ça consomme de la lumière, tu prends pas ta douche tous les jours, bon bah voilà. Mais bon, bah, on n'y reste pas longtemps, c'est tout. Vous l'aimez? Non. Non. Je sais même pas si je peux dire que j'ai de la tendresse. Je peux même pas le dire. C'est comme ça. Pour vous, c'est important de pouvoir, pour avancer, parfois pouvoir dire non, je l'aime pas. J'avance, mais j'aime pas une mère qui a été toxique. Je crois que c'est important. D'abord, pour aimer quelqu'un, il faut savoir ce qu'on n'aime pas en lui. Aimer quelqu'un complètement, c'est dans les moments
Le début de rencontre. Voilà. Mais je crois que aimer quelqu'un, c'est connaître aussi. Et pour pouvoir, il faut pouvoir dire non, effectivement, dire non, qu'on ne l'aime pas finalement. Alors ça peut être un autre sentiment d'humanité, d'un certain prétexte. Voilà. Mais l'amour, ça, il y a un côté très mystérieux dans l'amour qui reste. Quoique la psychologie, les psychologues, les psychanalystes ont voulu un petit peu désenchanter l'amour, il y a quelque chose d'un peu mystérieux, aussi bien dans la vie que dans l'amour, qui reste là et qui fait la force un petit peu de ces histoires. Donc je crois que effectivement être capable de dire non, c'est être capable de dire non à une relation. Et vous entendez des enfants vous le dire, ou pas, des enfants que vous suivez vous le dire, ou ça vient vraiment plus tard? Non, ça vient vraiment plus tard. Il y a des enfants qui sont capables de dire « je n'aime pas ». Je veux dire, mais ils vont le dire à qui? Justement, est-ce qu'ils vous le disent à vous, voilà. qui le suivez? Ils vont pouvoir le dire à certains moments, dans certains espaces, justement à quelqu'un qui va créer un lien particulier avec lui ou avec elle et qui va pouvoir dire « bah oui, je ne l'aime pas ». Mais c'est souvent en même temps ambivalent. Je veux dire, c'est pas, un enfant, comme le disait Boris Cyrulnik, les enfants maltraités restent avec, on le voit très souvent, des enfants maltraités qui restent avec un amour de leurs parents. Donc c'est une complexité qu'il faut admettre. Et c'est une complexité qu'il faut tisser, arriver à la construire, et puis accepter ces zones de désamour sans s'en offusquer, et puis en même temps laisser poindre des choses qui pourraient éventuellement se recréer. Ça a été dur d'arriver à ce chemin pour vous dire que accepter l'idée que vous ne l'aimiez pas? Oui, c'est difficile, c'est long, c'est beaucoup de lectures aussi. Il y avait Jules Vallès, il y avait il y a beaucoup de lectures, mais il y a aussi, je vous dis, l'amour des autres. Beaucoup de lectures pour vous autoriser à arriver à ça? Bien sûr, mais il y a aussi tout l'amour que vous donnent les autres. Il faut... Vous en avez pris, vous, hein? Ah oui. Tout ce qu'on vous donnait, hein? Ah oui, tout. Bon, mon mari, mon enfant, j'ai eu des beaux-parents qui... Bon, voilà, mes deux maris ont eu des parents qui ont été extra avec moi. Et oui, je disais phagocyté, mais ça s'appelle pas autrement, hein. Et j'en avais besoin, et je les remercie de tout ce qu'ils m'ont donné. Parce que c'est vrai que ça a apporté un équilibre. Et ça vous a permis d'aimer votre fille profondément? Oui, mais peut-être trop d'ailleurs. Ça sera une autre émission. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les quatre, d'avoir participé à ce débat, d'avoir contribué à nous éclairer sur toute la complexité de ce lien d'attachement de l'enfant avec sa mère. Boris Cyrulnik, je rappelle votre dernière publication avec Patrick Lemoine, qui est psychiatre également, La folle histoire des idées folles en psychiatrie, c'est aux éditions Odile Jacob. Si vous voulez en savoir plus sur le parcours de Delphine, donc, qui avait été victime de ce syndrome de Munchausen par procuration dont souffrait sa mère, vous pouvez lire Câlin assassin. Donc, elle a écrit ce livre, elle s'appelle Delphine Pacro, et c'est publié chez Max Milo. Voilà, vous pouvez revoir le documentaire Ma mère, mon poison, ainsi que notre débat durant 7 jours sur le site internet du Monde en Face. N'hésitez pas évidemment à échanger sur nos réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle émission. En attendant, vous passez évidemment une excellente fin de soirée sur France 5. Bonsoir à tous.